fait, mes chers amours. Donc aujourd'hui, je tiens à vous informer, je le fais avec tout le bonheur. Avez-vous déjà vu une fille en train de revendiquer la maternité, sa mère qui vit des moments difficiles, qui vit dans une pauvreté abjecte? Si ce n'est de l'amour et de la conviction, c'est quoi? Et donc aujourd'hui, nous allons prendre en toile de fond le Cameroun. Mais avant de le faire, je tiens absolument à vous informer que j'ai finalement osé faire le test d'ADN. Et ce que j'ai toujours pensé, ce que j'ai toujours senti, ce que j'ai toujours vécu dans mes tripes, dans mes entrailles, eh bien mon ADN révèle que effectivement, tout mon sang, toutes mes entrailles se retrouvent sur le continent Alkebulan. Donc ce qui veut dire, je n'aurai plus ce syndrome d'imposteur. Lorsque j'ai et je ressens quelque chose à dire par rapport au continent Alkebulan, au continent mère, je le ferai, je le dirai avec toute mes tripes, avec toute mon honnêteté, parce que je suis, oui, bel et bien, que cela plaise ou pas à certaines personnes, je suis du continent Alkebulan. Et ceci, quand j'ai reçu ce résultat, j'ai dit, donc mes ancêtres font partie de ceux-là que Jean-Jacques Dessalines disait, qu'allons-nous laisser pour ces hommes et ces femmes qui viennent du continent et qui se sont battus corps et âme pour cette liberté? N'auront-ils pas droit aux terres? N'auront-ils pas droit de vivre dans la dignité? Alors voilà. Donc les ancêtres ont préparé le chemin pour moi et je suis là et je vais continuer de faire ce travail-là, le pont entre le continent mère avec tous ceux et celles qui ont été déportés et qui continuent d'avoir des descendants et des descendantes à travers le monde. Et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, nous allons prendre le Cameroun comme toile de fond pour nos propos. Mais sachez quelque chose simultanément. Il y a certains peuples de ce même continent qui commencent à revoir leur gouvernance, à vouloir autre chose. Parce qu'on a bien compris que la démocratie ne sert pas les intérêts des peuples à travers le monde. Car cette démocratie est utilisée, est jouée quand on veut, pour qui l'on veut et pour les intérêts du moment. Alors de ce fait, la jeunesse noire partout dans le monde, surtout ceux qui vivent sur le continent mérita, devient une poudrière pour toute dictature électorale ou dictature tout court. Elle ne veut plus se laisser faire. Elle veut prendre en main sa destinée. Elle dit plus jamais qu'on nous laisse dans la pauvreté, la précarité, dans l'indignation. Cette jeunesse, on l'a vue depuis quelque temps, celle de Madagascar, de la Tanzanie actuellement, du Congo, d'Haïti de temps en temps, et on assiste aussi à cette jeunesse qui se tient debout face à un régime qui perdure et qui refuse de s'éteindre. On parle naturellement de la jeunesse camerounaise. Alors, selon l'enquête révélée par Afrobarometer, eh bien, les Sud-Africains, pour la première fois en 25 ans, le nombre de citoyens favorables à un régime militaire dépasse celui de ceux qui s'y opposent. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va tout simplement basculer à des régimes militaires? Probablement. Moi, je ne dirais pas non si réellement nous décidons que c'est le meilleur moyen de mieux gouverner nos pays, d'avoir des hommes non seulement en uniforme, mais des hommes qui ont une vision propre, une vision simple, une vision saine pour leur pays. D'ailleurs, en Haïti, par exemple, et beaucoup d'Haïtiens se plaisent à le dire, nous avons conquis notre liberté à travers un corps militaire. Nous avons créé une nation à travers un corps militaire. Donc le corps militaire n'est pas nécessairement mauvais si les hommes et les femmes qui s'y trouvent ont une vision saine, une vision d'élévation pour leur pays. Et nous faisons face à une jeunesse qui a une détermination et qui veut le changement. Elle ne veut plus être obligés de laisser leur pays pour aller vivre dans des conditions inhumaines, des conditions honteuses, des conditions où on leur donne tous les noms parce qu'ils ont dû laisser leur pays, où ils vivent un enfer quasiment parce qu'il y a l'insécurité, il y a l'instabilité sociopolitique et surtout économique, et ce qui les pousse à laisser leur pays malgré avoir complété de longues études. Donc,
La jeunesse camerounaise s'est éduquée comme plusieurs autres jeunesses qu'on a constatées à travers les médias sociaux. La majorité d'entre elles s'éveille, se réveille. La majorité d'entre elles prend le temps de s'instruire, de poser des questions, de discuter avec des gens qui ont un vécu capable de les aider à bien décortiquer les aléas du pouvoir et de ce que nous marque justement la géostratégie actuelle. Et ces jeunes maintenant décident de ne plus se taire, de parler, de dire ce qu'elles pensent, de dire non au diktat et de dire surtout non au simagrée électoral. Pour commencer, nous avons remarqué que lors de ma dernière émission avec notre cher frère Michael Fogen, il a expliqué pourquoi les Camerounais ont décidé, malgré tout, malgré leur impression qu'il allait avoir des petits trucs douteux, de se rendre quand même aux urnes parce qu'ils se sont dit, à un moment donné, la mascarade va se terminer. Mais comme nous l'avons craint, et je lui avais dit après l'émission, ça m'étonnerait que ce gars-là, que M. Biya, quitte le pays. Mais soyons francs, est-ce que c'est lui réellement qui décide d'y rester? Est-ce que c'est vraiment lui qui décide de garder ce pouvoir-là, sachant que physiquement, il est fatigué? On peut me faire croire ce qu'on veut, mais il est clair que M. Biya est fatigué. Quelqu'un qui va se rendre à des rencontres et qui demande où je suis, qu'est-ce que je fais là, est-ce que j'ai un discours, et qui pose ces questions prouve naturellement qu'il est inapte à diriger quoi que ce soit. Donc ça veut dire que si ce n'est pas lui, il y a certainement des gens derrière lui. Qui sont ces personnes-là? Pourquoi ils refusent totalement de laisser le pouvoir? Pourquoi ils refusent totalement un changement systémique au sein de leur pays? Moi, je n'ai aucun problème, moi je le dis sans gêne, aucun problème à tout régime, que ça soit dictatorial ou démocratique, appelons-le comme on veut. Pourvu que ce régime décide de mettre les intérêts de leur population en avant-scène, que ces régimes décident de négocier en faveur de leur population, pourvu que ces régimes décident de dire non à tout diktat extérieur et décident de mettre leur énergie sur le développement socio-politique, voire spirituel de leur population. On ne peut pas refuser ça, parce qu'on se dit qu'il faut voir nos intérêts et nos capacités de nous développer correctement, comme tous les autres peuples ont eu à le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que justement, nous avons un groupe d'élite, vraiment des vampires et des gens qui ont perdu leur âme, qui ont perdu leur bon esprit, comme on dit chez nous, leur bon ange. Donc, ils sont là, ils sont capables tout simplement de sucer le sang de la population, de leur population, tranquillement, et ne pas comprendre qu'à un certain moment, il faut donner ne serait-ce que le minimal. Parce que comment avoir une certaine fierté lorsqu'on sait que notre population vit, et on le dit tout le temps, il y a tue-tête dans les médias occidentaux, que le pays le plus pauvre de ceci, le pays le plus en difficulté, le pays... Donc, coller ces adjectifs, ces épithètes à vos populations ne vous fait absolument rien. Ça ne vous fait absolument rien, ça ne vous dit pas que c'est le moment d'agir autrement. La majorité d'entre vous sont mariés avec des étrangers, des étrangères. La majorité d'entre vous a étudié à l'extérieur. Vous avez compris comment les choses fonctionnent ailleurs. Vous avez pu aussi voir que, parce que vous êtes dans le secret des dieux, donc vous avez les éléments devant vous pour vous indiquer quelle richesse que vous avez dans vos sous-sols, dans l'air, dans l'eau et partout. Donc, vous avez ce privilège-là de connaître tout ça et malgré tout, vous optez à ce que vos populations vivent comme des moins que rien, sont obligées de voyager dans des conditions malsaines, se font injurier partout où ils vont parce que vous avez décidé que la richesse de vos pays n'appartienne qu'à vous, votre clan et au Yamnaya. Parce que, à ce qu'on sache, tout ce que vous faites là, c'est pour le bénéfice, pour le bien-être des autorités et une bourgeoisie issue des Yamnaya. Le gouvernement camerounais décide de mater la population, on a vu, et on va passer quelques images ça et là. Donc on mate la population et on essaie de lui faire taire. La population refuse
et décide que on va au moins essayer de protéger la personne qu'on pensait être apte de nous représenter, on va essayer de rester debout jusqu'à ce que le gouvernement capitule. Qu'est-ce que les chars d'assaut viennent faire dans la rue? Un char d'assaut, c'est un soutien à une infanterie. C'est-à-dire que quand il y a un char, c'est qu'il y a une infanterie. On est en situation de guerre. Or, on n'était pas en situation de guerre. C'était un appel à des manifestations pacifiques. On a tous suivi les discours d'Issa Tiroma, d'Anissa Ekane et de Dieucam Tchameni. C'était effectivement que les populations qui ont voté, des personnes qui avaient voté et qui voyaient très bien. Mais bon, il y avait de la casse aussi. Oui, bien sûr. Comment on réagit face à la casse? Oui, non, il y a la casse, effectivement. J'allais dire que les unités anti-émeutes de la police camerounaise, quand on nous parle souvent d'accords coloniaux, etc., le Cameroun a révisé ses accords de défense avec la France. Ils sont entrés dans les accords de coopération en matière de sécurité et de défense. En matière de sécurité et de défense, c'était des appuis à la gendarmerie nationale, notamment en matière de maîtrise des émeutes et des manifestations de rue. On a très bien vu que le matériel qui a souvent été octroyé par la France, c'est ce matériel-là, effectivement, qui pouvait permettre de contenir les populations qui manifestaient. Mais, à contrario, quand, effectivement, il s'est agi d'interpeller Anissa Ekane, Abba Oyono et les autres, on a vu que le pouvoir est rentré dans une logique de guerre. Et les chars d'assaut sont rentrés dans la rue. À partir du moment où les jeunes on tire à balles réelles, que ce soit sur le toit de M. Yerima Dewaker, l'ancien compagnon politique de Issa Tiroma, il est maire dans une ville proche de Garoua, les snipers se sont postés sur son toit pour tirer dans la résidence d'Issa Tiroma. Là, on est en train de négocier, voir dans quelle mesure on va soit essayer de convaincre M. Bakary que, probablement tu vas être au pouvoir. Ça, c'est des scénarios, bien entendu. Parce que j'ai suivi les médias camerounais, j'ai suivi toutes les infos, les émissions que je pouvais pour justement plus ou moins prendre la parole sur une base objective. Donc, beaucoup de scénarios se passent. Et la première question que beaucoup de gens se posent, c'est quelle est la réalité, quel est le verdict de la communauté internationale? Cette communauté qui se veut quasiment indispensable pour les populations noires, surtout. Parce qu'il n'y a que nous, à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans nos pays, le premier réflexe est de dire la communauté internationale. Et lorsqu'on parle de communauté internationale, le premier réflexe est de penser aux États-Unis, la France, maintenant la Russie et la Chine. On oublie que cette communauté internationale ne réagit que lorsque ses intérêts sont en danger. On oublie que cette communauté internationale bouge que lorsque ses intérêts pourraient être en danger. Et donc, la communauté internationale ne dit rien parce qu'elle est en train d'analyser est-ce que le fait de garder Biya au pouvoir serait la bonne chose pour nous, soi-disant pour s'assurer que le pôle de stabilité reste toujours ce pôle de stabilité pour le golfe de Guinée. C'est-à-dire qu'on a entendu hier un petit bruit de l'Union européenne qui consiste à dire nous demandons de la clarté, un peu la phraséologie habituelle. Mais évidemment, tout ça est assez timide. Et donc, évidemment, nous attendons un peu plus. J'ai entendu hier sur Radio France Internationale Éléonore Carrois, donc la ministre chargée de la coopération, qui était là encore tout aussi timide. Et donc, nous attendons de la part des partenaires traditionnels du Cameroun, de ceux qui sont intéressés par ce qui peut arriver au Cameroun, qui, vous l'avez dit, un pays très important de la zone CEMAC. Si nous ne voulons pas qu'un chaos grave, sérieux, s'installe dans cette région, dans ce pays, qui va avoir des répercussions très graves sur tous les pays de la région, nous devons réagir rapidement. Et là, malheureusement, tout le monde est aux abonnés absents. Nous attendons une voix des États-Unis. Mais en même temps, la tradition veut qu'on félicite le nouveau... Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que nous attendons une voix des États-Unis d'Amérique, nous attendons une voix des partenaires traditionnels, mais vous avez raison. En même temps, on sent très bien qu'ils ont une vraie gêne. Ils voient que l'élection était une mascarade. Ils voient que le résultat n'est pas sérieux. Vous l'avez dit tout à l'heure pour le protocole assez particulier et millimétré de la Cour constitutionnelle. Ils ne sont même pas allés. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas à l'aise. S'ils ne se sentent pas à l'aise, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un problème. Et un problème, il y a. C'est que le président élu n'est pas investi. C'est le président non élu, c'est-à-dire non visible. Est-ce qu'on va garder Paul Biya parce qu'on arrive quand même à faire des passe-passe, à rechanger, à revoir certains contrats? Bon, pour certaines personnes qui s'y connaissent beaucoup dans la politique camerounaise, parce que j'ai eu à discuter avec d'autres personnes aussi, qui voient les choses autrement, qui me disent est-ce que tu as vu que Biya aussi commence à se rétracter par rapport aux dictats de certains pays?
parce qu'il a eu le culot de se rendre justement à une rencontre organisée par la Russie. Donc, est-ce que finalement, on va tout simplement attendre la communauté internationale pour dire quoi faire et comment faire? Est-ce que le peuple camerounais, y compris l'armée camerounaise, ne peuvent pas prendre cette décision pour et en faveur du peuple camerounais au lieu d'attendre qu'une communauté internationale qui va venir avec ses intérêts d'abord mis sur la table avant de dire quoi que ce soit? Premièrement, les États-Unis sont en train de viser la Chine parce que eux, leur obsession, c'est la Chine. La Chine ne peut pas aller plus loin. La Chine doit être limitée dans ses actions et dans ses capacités. Et il y a la grande France, ou la petite France, qui se prend pour un bœuf, si on se rappelle de la fable de La Fontaine. Bon, je ne sais pas si c'est de lui, en effet, mais qui disait que le crapaud qui se prenait pour un bœuf. Alors, cette France-là, qui, elle, projette dans son viseur sur la Russie. Donc, ces pays ont décidé d'avoir leurs propres ennemis et de décider d'essayer de mater ces ennemis-là. Et donc, la situation africaine, la situation sur le continent Alkeboulan ne les intéresse pas réellement. Donc, moi, je pense qu'il est nécessaire pour les Camerounais, pour ceux qui sont en uniforme, pour ceux qui ne le sont pas, de décider de leur propre destin, parce que ces pays-là ne sont pas là pour vous et ne viendront pas vous sauver. C'est à vous de prendre cette décision-là. Comme on assiste maintenant au soulèvement, qui n'est pas une révolution, parce qu'on met la révolution dans toutes les sauces, ce n'est pas une révolution, mais un soulèvement qui paraît être spontané, mais qu'on espère être quelque chose de très serein, de très bien concocté, de très bien travaillé pour que cette voix-là soit comptée sur la scène politique et sur les décisions qu'ont à prendre les autorités tanzaniennes. Donc la population se met debout et se dit, non seulement on va se lever, mais on va aussi faire tout ce qu'on peut pour que cette élite pourrie ne parviennent pas à courir et à laisser le pays comme a eu à le faire certains chefs d'État, comme on sait, de Madagascar et de bien d'autres. Ce qui m'amène à penser que l'avenir de tout peuple dépend essentiellement de ce que ce peuple-là décide de faire. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une blague lorsqu'on dit que le peuple est la voix de Dieu. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. Parce qu'un peuple ne se lève pas du jour au lendemain pour embêter ses autorités. Le peuple, généralement, c'est très inhérent à la nature, aux caractéristiques d'un peuple ou d'une population, si on veut dire une collectivité. C'est qu'on a cette résilience, cette capacité d'attendre, de prendre note, d'espérer, de prier, de penser, d'encourager pour enfin se dire que les choses ne vont pas changer. Donc, c'est à nous de nous mettre debout et de dire basta. Et c'est ce que la jeunesse noire partout dans le monde essaie de faire et fait, qu'elle soit matée ou pas, elle se met debout parce qu'elle en a marre. Elle a marre de ne pas pouvoir vivre correctement avec dignité. Elle a marre de ne pas pouvoir vivre en toute quiétude. L'on se souvient de ce qui se passe en Haïti. Maintenant, on en parle très peu parce que justement, ce peuple se meurt à petit feu. Et donc, à chaque fois que je vois un peuple africain qui se met debout, je peux vous dire très sincèrement que pour nous, c'est de l'oxygène, c'est de l'espoir. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Il y en a qui se mettent debout. Donc, vous avez aussi, et vous devez aussi cultiver cet espoir-là pour vous mettre debout et dire basta aussi. Malheureusement, nous, le peuple haïtien, on est pris avec une occupation internationale, ce qui n'est pas le cas de moult pays africains. Donc, faites ce que vous avez à faire. Et nous allons continuer de nous inspirer de toutes ces luttes-là pour qu'on puisse arriver au point de dire non comme nos ancêtres ont eu à le faire. Pour clore ce premier point, il faut absolument arrêter l'idée de penser à ce que nous propose la communauté internationale. Je sais que certaines personnes vont dire, mais Mlle Choublat, tu n'es pas objectif du tout, parce que qu'est-ce que nous pouvons faire sans la communauté internationale? Mais c'est mal comprendre la raison de la lutte et pourquoi on lutte. Depuis quand on attend la bénédiction
d'une communauté, d'un groupe d'individus qui ont intérêt à garder le système tel qu'il est. Et qu'on va attendre que ce groupe d'individus vienne nous dire exactement ce que nous devons faire. Je prends cet exemple-là et ce n'est pas anodin de dire que si mes ancêtres africains ont eu le courage de se mettre debout contre l'esclavage qui était accepté partout dans le monde, qui était codifié, qui était encouragé, et ils ont décidé de dire que nous allons passer outre de ça, on va se mettre debout parce que notre vie est tout aussi importante que celle de ces gens-là. Et que nous allons nous mettre debout et nous allons nous battre jusqu'au dernier parce que cette liberté nous appartient. Cette liberté doit être nôtre. S'ils ont eu à le faire alors qu'ils étaient pieds nus, qu'ils n'avaient pas grand-chose, ils n'avaient pas tous les papiers que nous avons maintenant, ils n'avaient pas tout le luxe de visiter, de voyager, d'aller vivre ailleurs comme nous le faisons actuellement. Ils ont eu le courage de se mettre debout, de se battre, et vous voulez me dire que vous devez absolument attendre la bénédiction de ce même groupe-là depuis des siècles qui utilise nos ressources à tous les niveaux pour leur propre bien, et vous me dites qu'on ne peut pas passer outre de ça. On ne peut pas parce qu'on est devenu paresseux. On est devenu des gens qui sont là, qui attendent des miracles. On est devenu des membres inutiles, comme on dit chez nous, parce qu'on refuse de penser au-delà de cette boîte-là qu'on nous a présentée. Alors, soyons sérieux, prenons notre destin en main et posons les bons gestes au moment opportun. Le deuxième point, quelle est notre stratégie? Notre stratégie devrait être quoi? Premièrement, on a compris que le seul moyen d'être fort et de rester immuable, c'est d'être ensemble. Je vais reprendre encore la mentalité de nos ancêtres qui ont compris que sans une unité, sans une vision commune, claire, sans ambiguïté, sans équivoque, ils ne pourront jamais recouvrer leur liberté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis de côté leurs petites différences. Ils ont mis de côté l'idée que certains sont tellement complexés qu'ils veulent absolument être du côté du maître. Ils les ont mis de côté cela et ils ont travaillé avec ceux et celles qui étaient prêts à se mettre debout. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'où la raison pour laquelle je suis ici, derrière cet écran-là, en train de communiquer avec vous, parce que ces hommes et ces femmes ont fait l'impensable. L'unité vers un objectif commun, comme l'AES est en train de le tracer actuellement. Je me souviens encore du discours de Sankara lorsqu'il disait qu'il se sentait seul et incompris parce que les autres chefs d'État africains de l'époque ont jugé qu'ils ne pouvaient pas le suivre parce qu'ils avaient des contraintes ici, des contraintes par là et des contraintes qu'ils avaient eux-mêmes intégrées ou créées dans leur propre tête parce qu'ils étaient en mode d'esclave mental. Donc il était seul et c'est pour cela qu'ils ont pu avoir gain de cause sur lui. Ils ont pu le mater jusqu'à l'assassiner. Maintenant, on a compris, n'est-ce pas? On a compris qu'être seul, c'est carrément de se mettre en situation suicidaire. Alors, pourquoi ne pas faire comme l'AES le fait actuellement? Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Pourquoi ne pas dire on peut avoir un objectif commun? Même si sur certains points, on n'est pas tout à fait d'accord, même si sur certains points culturels, on n'est pas tout à fait aligné. Mais il est temps que ce continent puisse respirer, vivre adéquatement de ses ressources humaines, minières, pétrolières, ou just name it. Et c'est tout ce dont on a besoin actuellement. L'unité vers un objectif commun. Ça doit être notre stratégie. Parlez entre vous, vous avez le pouvoir. Parlez entre vous, vous êtes dans le secret des dieux, vous connaissez et vous êtes au courant de ce qui se passe ailleurs, de ce qui est en train d'être tramé contre vous, contre nos populations. Pourquoi ne pas mettre notre pantalon, comme on dit, ou notre jupe et se mettre debout pour se battre pour la dignité, la justice, l'équité au sein de nos peuples. Et pour finir, il faut repenser à l'avenir. On ne veut plus avoir des gens qui nous gouvernent parce qu'ils font de beaux discours. On ne veut plus avoir des gens parce qu'ils sont là, comment pourrais-je dire, ils sont le chouchou de l'Occident.
Oh oui, je connais quelqu'un, un soi-disant président haïtien, avant de monter au pouvoir, il disait, oh, j'ai tel blanc avec moi, j'ai tel blanc avec moi. Et guess what? Beaucoup de ces imbéciles qui ont créé des partis politiques chez nous, là, en Haïti, je le dis parce que c'est une vérité. Ils le font dans l'espoir qu'il va y avoir un Yamnaya qui va tellement les admirer, tellement les aimer, pour leur donner l'argent qu'il faut, la capacité qu'il faut, le pouvoir de mener leur propre pays. Donc ce sont des gens qui n'ont aucune foi, qui n'ont aucun respect. Quand je vous dis aucun respect pour leur population, et tout ce qu'ils pensent, c'est que le Yamnaya, là, les Occidentaux doivent venir me mettre au pouvoir, doivent venir me donner ce qu'il faut parce qu'ils sont paresseux. Ce sont des, je ne veux pas dire le mot, mais vous avez compris, qui commencent par P, qui sont là et qui ne pensent à rien d'autre qu'au fait d'avoir un petit clan et de pouvoir manger, d'avoir les rencontres par-ci, par-là, hein, et dépenser l'argent de leur propre population qui vit dans une extrême pauvreté, dans les détritus, parce que c'est ce qu'on assiste de jour en jour. Heureusement que ces populations de plus en plus, et c'est ce que je dis à ceux-là qui ont les médias maintenant, on ne peut plus passer notre temps à critiquer les mainstream médias. Parce que maintenant, on a la voix. Donc, qu'est-ce que nous faisons avec ce micro-là? Qu'est-ce que nous faisons avec cette influence qu'on a acquis avec les années? Qu'est-ce qu'on fait avec cette notoriété? Est-ce qu'on est là pour tout simplement radoter ou sortir des émissions à sensation alors qu'on est là pour éduquer, aider nos peuples respectifs à se prendre en charge, à se prendre en main et à savoir dire non, à reconnaître les bonnes graines et pouvoir les cultiver et à ne plus accepter que n'importe qui vient de n'importe où nous imposer leurs desiderata et surtout de mettre en martyr nos hommes et nos femmes qui ont le courage de se mettre debout et lutter pour le bien-être de nos communautés, de nos populations, de nos pays, de ce beau continent. Alors, je ne vais pas rester à tourner autour du pot. Tout simplement, le Cameroun, le peuple s'est levé. Il y a eu bras de fer, entre le gouvernement qui ne cesse de mater la population et la population se dit nous restons de glace parce que nous savons ce qui s'est passé, nous avons élu quelqu'un et il y a eu magouille. J'ose le dire en fonction de ce que j'ai entendu de part et d'autre. Nous allons voir quelques extraits pour vous mettre dans le bain de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Alors voilà, nous avons une responsabilité collective. L'heure n'est plus à pointer du doigt, c'est celui-là qui n'a pas fait, c'est celle-là qui n'a pas fait. L'heure est à l'action synchronisée, à l'action commune, à l'action objective, claire, pour que nous puissions nous sortir de ce marasme. Je suis celle qui est là et qui décide que de part et d'autre, le pont doit se faire et le pont doit rester solide entre les enfants d'Alkebulan et des Afro-descendants de partout dans le monde. Alors, la balle est dans votre camp maintenant, vous avez compris. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté mes propos, ce partage du début jusqu'à la fin. Je vous dis tous et toutes, Kebe Djam Balagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission. Mais surtout, je compte sur vous, vous commentez les émissions, vous les partagez et vous donnez le pouce bleu parce que je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi mes vidéos n'arrivent pas à avoir les 1000 ou plus de vues alors que beaucoup de gens m'appellent pour me féliciter, pour me dire combien ils ont aimé telle ou telle émission et je vois que la chaîne reste stagnante. Alors à vous de dire à YouTube que écoutez là, on partage, on aime et on continue de supporter le travail de cette chaîne. La chaîne Manzé Choublack. Alors, il ne faut pas se décourager. La bataille est longue, mais elle est possible si nous avons la volonté de la mener jusqu'à son terme. Kembe Djam.